semaine d'usage intensif, retour sur les performances promises par les nouveaux MacBook Pro. Les puces M1 Pro sont-elles au niveau de la promesse d'Apple? Quid du design et du form factor de ces nouveaux portables? Le retour de la connectique intégrée nous a-t-elle convaincus? Quel modèle choisir? Faut-il privilégier un 14 ou un 16 pouces, un M1 Pro ou un M1 Max? Débat. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Avec comme invité en plateau cette semaine, ils ont eu une semaine pour étraîner leur MacBook Pro. Notre chroniqueur et ami Laurent Pantanage. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Abonnez-vous, sinon je l'ai dit à Tim Cook. Ah bon, d'accord. Oui, il vaut mieux s'abonner à notre chaîne YouTube parce qu'on a quelques soucis avec notre hébergeur pour le côté podcast d'Apple. Spotify est en train de résoudre ça. Donc on est sur Twitch, on est sur YouTube, profitez-en. Et on essaie de résoudre les autres plateformes. En attendant, on est obligé de privilégier YouTube. Notamment, nous sommes un peu victimes de notre succès. Il faut qu'on change d'hébergeur. Autre chroniqueur, autre ami, Stéphane Zibi de Unisix. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors, tu as bien entraîné ton MacBook Pro? Oui, grave. Lui, il les teste ses MacBook Pro depuis le M1 Pro. Il a tout reçu, le M1 Pro, le M1 Max, depuis plus d'une semaine maintenant, en duplex de Lausanne. Didier Poulecani de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier, salut les amis, ça roule? Ça roule, surtout pour toi. Hein. Qu'est-ce que tu testes en ce moment comme automobile? Fais-nous rêver. Je teste un ID4 GTX, la version un peu GTI, tu vois, du gros bébé électrique de Volkswagen. Tu as encore le temps de t'occuper au bébé électrique de Tim Cook ou pas? Oui, bah tu sais, moi je teste les ordinateurs la journée, les voitures le reste du temps, et puis voilà, ça fait un bel emploi du temps comme ça. Bon, écoute, nous aussi, on a une belle émission en perspective. Quels sont les manques du MacBook Pro 2021? C'est la question qu'on vous a posée cette semaine sur le compte Twitter dont on fait le Mac. Et on vous proposait différentes réponses possibles. Face ID dans l'encoche, vous étiez 50% à répondre par la positive. Un écran tactile, ça c'est mon dada, vous le savez, 17%. Un port Thunderbolt en plus, 11%. Et enfin, plus de finesse et de légèreté, 22%. Et c'est vrai qu'il a pris pas mal de poids. Regardez cette réaction de Sébastien Ponto sur Twitter. Si on met le prix de côté, est-ce que ce sont les meilleurs portables actuels et pour longtemps? Oui. Les amis, on peut être unanimement positif sur ce sujet-là. Je peux juste dire une chose, je pense si on... On a une heure de l'émission, hein, mais... non, mais voilà. On peut l'arrêter tout de suite, si tu veux. Oui. En fait, nos auditeurs pourront éventuellement corroborer ce que l'on constate, c'est qu'on a tous nos Mac ou des MacBooks depuis près de 10 ans pour certains, MacBook Air 2012, et ils fonctionnent encore très bien. Non, ils fonctionnent bien, mais certains fonctionnent bien. Touch Bar, moi je pense vraiment avoir du mal. Non, mais Touch Bar, je parle 2012, il n'y avait pas Touch Bar. Et en fait, déjà, je trouve qu'on avait quand même des ordinateurs qui tenaient la route plusieurs années. Là, en plus, il y avait le problème de batterie qui tenait plus d'une heure, on est obligé de rester connecté, tout ça, tout un tas de trucs. Les claviers qui les claviers qui non, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais globalement, on pouvait quand même travailler avec. Là, alors je ne suis pas Nostradamus, mais j'ai bien l'impression qu'on va les garder très longtemps, ceux-là, et qu'on sera satisfait dans 3 ou 4 ans encore. Modulo, si le macOS fonctionne. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui, on sait que la dernière version de Monterey a quelques petits soucis. Donc la réponse est plutôt oui, vous l'aurez compris. Mais, mais après, je laisse peut-être Olivier. Mais pas sans défaut. On a une heure pour en parler. Un petit mot pour Laurent et Didier en préambule. C'est vrai qu'on se rend surtout compte, on en parlait en préparant cette émission avec Didier hier. Pour moi, cette machine m'a fait prendre conscience ô combien Apple nous a enquiquiné la vie, pour ne pas dire autre chose, ces 4 à 5 dernières années avec les MacBook Pro Touch Bar, quoi. Ouais, alors, moi, je vais être très clair. Moi, j'adore macOS. Souvent, on m'a dit, mais pourquoi tu ne reviens pas dans l'univers PC? Reviens, Léon. Je dis, non, mais Windows, c'est juste pas possible. Et c'est vrai que dans l'univers PC, de temps en temps, on trouve une machine un peu sympa, un peu légère. Tu vois, il y a des marques qui font des machines en magnésium, tu vois, il y a des machines tactiles, tu vois, il y a toujours quelque chose, mais il y a toujours Windows. Du coup, le compromis, c'était de te dire, bon, j'ai une machine, somme toute relativement jolie, uniforme, hein, toujours cette forme rectangulaire, la même depuis des années, et avec quelques petits soucis. Moi, par exemple, mon MacBook Pro Intel 2016, je l'ai amené au bout de sa vie, là. Le clavier marche plus, les touches sautent. Non, mais
Et C'est là, nouveau ça. Avant, Et- c'était pas comme ça. non, je sais, Apple n'était pas comme ça. Tu pouvais encore le faire durer, le passer à tes enfants, Tout à le fait, tout à donner, fait. Et alors, le vendre. non, mais je suis il est entièrement au bout de d'accord. sa vie. Et On là, peut plus. je découvre une machine où le clavier est agréable, le son est bon. Le son est... Non, mais je sais, on va en parler. Ouais. On a des ports. Alors, je sais que certains vont se plaindre que 3, c'est pas assez, il en faudrait 4, dès qu'on est de l'autre côté de la frontière helvétique, par exemple. Je Mais dirais- sans viser personne. Je dirais Didier, balance ton port. Mais du coup, Didier, il a pas répondu. la machine, je trouve qu'ils ont fait c'est le compromis de correction. D'habitude, tu corriges toujours un petit truc, puis Ouais. un petit truc. Non, Là, ils sont arrivés avec un gros pactole, une machine puissante, avec de l'autonomie, un Didier bon combo. Je suis content. Apple a écouté les remarques et vraiment, c'est une machine qui est une bonne synthèse de tout ce qu'on souhaitait avoir dans un Mac ces 10 dernières années, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec Laurent, tu vois. Je trouve que. En fait, on était habitué à faire des compromis, des fois un peu casse-pieds. Et là, il n'y en a plus trop. Donc, c'est vrai que c'est une machine qui est extrêmement homogène, Elle répond en fait à beaucoup de besoins. Finalement, les défauts, tu vois, on cherche des petits trucs, le Face ID, le machin. Mais elle a plus de gros vilains défauts. Après, on en parlera peut-être par la suite, mais je dirais qu'un des gros défauts aujourd'hui, c'est plus, on va parler des professionnels, c'est plus est-ce que les éditeurs vont suivre, parce qu'aujourd'hui, il n'y a quand même pas grand-chose de natif. Est-ce que Apple va quand même s'ouvrir un petit peu pour que ça reste pas non plus dans le carcan, tu vois, qu'on ait Windows qui arrive peut-être un jour, qu'on ait peut-être des GPU externes, de la puissance externe, etc. Moi, c'est plus ça qui me fait peur, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'on revient un peu, j'exagère, hein, à l'époque PowerPC et tout, où on avait des puces super puissantes, on se disait, tiens, c'est cool ces machines, mais ça avait du mal à percer quand même dans le monde des professionnels. Donc ce sera le vrai challenge, je pense, plus Oui, sur ces machines. et alors avant de dérouler tout ce qu'on prend de cette machine, on en parlait hier ensemble, Didier, on a aussi pris conscience avec cette machine-là et la montée en puissance que c'est une énorme prise de risque pour Apple de se lancer seule dans cette aventure. Elle en a les moyens comparé aux années PowerPC, mais elle est condamnée à l'échec, à la réussite et d'aller à une fuite en avant, dirons-nous. Allez, premier point, le design. Vous allez voir que les compromis, c'est fini. On le disait en préambule, fini les compromis pour le design, c'est ce qu'il faut retenir de ces nouveaux MacBook Pro. Nous le soulignons déjà la semaine dernière, cette nouvelle génération de MacBook est légèrement plus épaisse et plus lourde. C'est la fin de la course à la finesse chez Apple, mais c'est un compromis. Regardez, en termes de dimension, on est plus ou moins légèrement supérieur en poids, légèrement supérieur en épaisseur. Alors, la différence de finesse n'est pas vraiment perceptible sur le 14 pouces. C'est plutôt le gain de poids qui est plus évident. Messieurs, vous l'avez un petit peu manipulé. Peut-être tu as un 14 pouces devant toi. Est-ce que ça t'a gêné, les 200 grammes en plus, les quelques millimètres? En termes d'épaisseur, on ne voit pas vraiment la différence. Alors, moi, je vais se faire très court. Et j'ai beaucoup lu de commentaires sur Internet, tout ça, et je vais aller un peu à contre-courant. La machine est plus lourde, et ça se sent. C'est-à-dire, en fait, 200 grammes, ça paraît rien comme ça. Le 14. Mais sur le 14, mais ça sent. Tu peux pas le nier. Après, tu as une machine qui est plus grande. Moi, je le compare au 13. Moi, j'ai toujours eu des 13. Donc, le fait de passer du 13 au 14, il est plus lourd, mais il est aussi plus grand. Tu vois? Donc, du coup, tu peux comprendre ça. Après, sur la partie épaisseur et tout ça, je vous le dis, je vais être vulgaire, c'est de la couille en barre. Il faut arrêter. Non, mais il faut arrêter les conneries. Quand on les met côte à côte, et on s'est amusé ici, on a fait. Voilà. Non, mais quand on le met côte à côte, il est aussi épais que la partie haute d'un MacBook Air. Oui. Donc il faut arrêter. Oui, ils font mastoc parce qu'ils ont les bords très très saillants. Oui, et puis les photos d'Apple en 3D ont tendance à exagérer cette épaisseur, notamment parce qu'il y a des pieds. Les pieds sont hauts, mais du coup Ouais. ils refroidissent bien. Donc c'est pas. Non, c'est vrai que quand on c'est les pas a en un main, sujet on n'a quoi. pas. Encore une fois, c'est un MacBook Pro. C'est à usage des professionnels. On n'a pas ce même ressenti. Il faut pas se tromper. Ils ont enfin sorti une vraie machine pro. Avant, dans la gamme, il y avait un peu de... Didier, toi qui es plutôt habitué au 16 pouces, est-ce que tu as été choqué par... alors encore la finesse, elle est légèrement plus importante et surtout par le poids. C'est beaucoup plus important la prise de poids cette année avec cette version M1 Pro, surtout si tu prends le M1 Max. Ouais, moi, je dirais qu'on a tellement râlé que ces machines ventilaient pas bien, qu'elles étaient trop fines, qu'on peut plus rien dire. Parce que je pense que voilà. Non, mais ils ont fait ce qu'on a voulu, donc ils auraient dû le faire avant pour pas qu'il y ait cette espèce de côté. Je grossis un peu. Mais en fait, comme disait Laurent, c'est des machines qu'on met dans le sac à dos. Si on achète ça, c'est pas pour faire du PowerPoint, donc c'est vraiment pour vraiment travailler. C'est un vrai métier.
Ouais, non, mais c'est plus des transportables que des portables, entre guillemets, quoi. Tu les mets Tu quand même gagnes dans des bons jusqu'à quand sacs qui même soient bien. 250 grammes hein, de Mais ils poids sont en lourds, plus ils sont lourds, ils font si tu mastoc, prends ils le font M1 gros. Max. Moi, je suis assez d'accord avec toi, ils font quand même gros, quoi. Mais en fait, si tu compares à ça, il faudrait les comparer au PC de gaming un peu. Tu vois, Ouais. ces gros trucs, j'en ai un juste là, je pourrais te le montrer, avec des gros ventilos. Et ceux-là, ils sont encore plus épais. Donc finalement, en fait, ce qui est un peu déroutant, c'est qu'Apple, voilà, dans les pubs, quand tu voyais les gens au cybercafé et tout, avec des MacBook Pro un peu fins, bah là, on avait l'impression qu'ils redeviennent un peu gros. Mais au-delà de ça, pour les pros, je pense que tout le monde s'en fiche. Mais tu sais, de la même manière que les gens s'en fichent un peu d'avoir un iMac super fin, s'il a un centimètre de plus sur un bureau toute la journée, c'était pas le drame non plus, quoi. En effet, comment vous trouvez, les amis, ce nouveau design Stéphane, notamment le dessin, les lignes de cette génération 2021. On reste dans la continuité. Il y a Oui. quelques petits détails qui changent. Bah, c'est la pomme, elle a grossi déjà. Ouais, on n'avait pas fait vraiment attention, mais Elle effectivement, a si on grossi, regarde vraiment, c'est bien. Elle a, elle a bien grossi. c'est la cool. pomme. Hein. On Non, peut même voilà. se demander après- pourquoi elle ne serait pas, tu vois, redevenue Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça, pas trop éclairée comme autrefois. Un peu pas, en ouais. fait. Ouais, Oui, je sais bien, pas. non, bien. Les mini LED, je sais pas. Non, Non, un peu, non, un peu. En fait, moi, j'avais démonté mon MacBook Pro 17 pour mettre un éclairage derrière de couleur. Et en fait, quand tu le T'es démontais... bricoleur, toi. Hein. Ouais. Ouais, je suis bricoleur. Mais c'est sûr Et, qu'il n'a jamais fini de le remonter. C'est ça. Je donc- rigole, excuse-moi, mais une fois j'ai voulu changer la mémoire et tout, j'ai tout fait péter dans mon 15 pouces. Parti à la Voilà. poubelle. maintenant, Faites-le c'est fini, on vous-même. ne peut plus changer la mémoire. Donc, du coup, Donc, tu vois, tu c'est pour disais- toi qu'ils ont fait ça. C'est pour moi, ouais. Mais du coup, quand tu démontais, tu avais de l'espace derrière. Tu vois, tu avais de l'espace, c'était une coque en plastique qui était. Aujourd'hui, l'écran, il descend à ras, quoi, tu vois, par rapport au reste. Donc, ça serait. Tu vois, tu aurais un truc vraiment fragile, quoi, tu vois. Concrètement, une question vraiment qu'on se posait pas forcément avant la sortie de cette nouvelle machine. La mode était plutôt gris sidéral. Il y a deux couleurs. Il y a le gris sidéral aux versions argent, là vous êtes tous équipés de version sidérale. Moi, j'étais vraiment agréablement surpris par le rendu de la version argent, qui est la version historique du MacBook Pro. Est-ce que voilà, Je suis désolé, j'ai encore parlé. Non, vas-y, vas-y. Et on a l'habitude. Hein. non, mais Bon. Tu es là pour ça. non, mais je veux dire, quand le gris sidéral est sorti, on a tous dit waouh, parce que ça faisait vraiment Je trouve beau. que ça vieillit pas bien. Et alors, ça prend des vous rayures. connaissez mon point de vue sur le gris sidéral. La couleur alu que tu as là, c'est la couleur de l'aluminium. Du coup, à chaque fois que tu branches la prise, au pire, tu rayes l'aluminium et ce que tu vois, c'est l'aluminium. Je sais pas si on Pour le que voit les sur gens celui-là, comprennent. mais- Non, mais si, moi je l'ai là. Le tour de la prise de mon iPad, et Elle tu est vois, j'ai le bien tour de la massacrée, prise. hein. Ouais, je sais pas Ah, si mais vous là, voyez c'est bien. flagrant. Si je pouvais faire un zoom là, ça serait le tour de la prise de mon iPad, il est tout blanc. Ouais. Alors qu'en fait, c'est un iPad gris Oui, sidéral. et c'est aussi Donc- un avantage, on en parlera tout à l'heure, du Gris. MagSafe aussi. Parce Oui, tout à que chaque fois qu'on met un port USB-C ou un port Après, Thunderbolt, ça reste- on l'abîme. Ça reste deux belles couleurs. Tu vois, ça reste deux beaux aluminiums, ça reste deux belles machines, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est pas le choix. Tu vois, c'est comme les goûts et les couleurs, on dit toujours il faut pas les discuter. Bon, ben écoute, Là, on n'a pas quand même de gold, on n'a pas de Non. je sais pas quoi. Non, c'est des une pros. machine pro. Bah ouais. C'est une machine sérieuse. Alors, plus de compromis pour le design ni pour les ports qui sont de retour. Ça aussi, c'est un bon point. On est tous unanimes sur ce point-là. Un point qui est loin d'être un point de détail, c'est le retour, bien sûr, de la prise MagSafe 3. On en parlait à l'instant. Didier, dans ta dernière vidéo que tu as publiée sur ta chaîne YouTube et sur le nouveau magnifique site Mac Forever, tu regrettes qu'elle ait prise, son jeu de mots, la place d'un port Thunderbolt qui était au nombre de 4 sur les générations précédentes contre 3 aujourd'hui. Bon, c'est quand même, on passe quand même de 2 à 3. On a un MagSafe, c'est quand même. Voilà, on ne peut pas tout avoir, monsieur Policani. Eh bien, mon cher Olivier, après presque 2 semaines, eh ben, je peux te dire le MagSafe ne sert à rien. Enfin, pour mon usage, il ne faut jamais trop généraliser. Oui. Mais en fait, comme elles ont beaucoup d'autonomie, quand tu es dans le train ou quand tu es un peu en vadrouille dans des boîtes où tu fais tes présentations et tout, tu n'as plus besoin en fait de le brancher. Contrairement à avant où, j'en sais rien, quand tu faisais Là, tu voilà, reprends des grosses l'argument de présentations Phil et tout. Schiller, tu en as conscience. Qui Non, mais disait, mais vous n'avez plus besoin de MagSafe parce que vous rechargez votre machine en rentrant à la maison comme votre iPhone le soir. Ce qui est Mais exactement. une aberration. Parce que Et quand tu es fais un des vidéos, pro, non non mais il y a quand même un point, c'est quand tu es un pro, en fait, souvent tu le branches sur un bureau, c'est-à-dire que tu travailles pas toute la journée sur un 14 pouces, sauf si vraiment tu te balades en client, tu vois. Mais il y a vraiment ce côté où on le branche sur un écran, on le branche sur des docks, on le branche sur des supports de stockage. Du coup, c'est plutôt une machine qui est déjà branchée. Et comme le Thunderbolt te le charge, en fait, tu n'as aucun intérêt à le mettre sur le MagSafe la plupart du temps. Donc c'est vrai que c'est un port, moi, il va être sous-utilisé dans mon usage, alors que
moi, déjà, 4 ports Thunderbolt, je trouvais que c'était pas forcément assez, parce qu'avant, tu n'avais pas des doubleurs de ports Thunderbolt, tu sais, ça n'existait pas. Non. Et là, en fait, le problème, c'est que très vite, tu branches ton écran, tu branches un petit dock pour avoir de l'USB-A, et tu branches, j'en sais rien, un SSD externe, t'es full. Et moi, là, ça me pose vraiment des problèmes. Et surtout, que je trouve ça dommage, c'est qu'il y a 3 contrôleurs Thunderbolt, donc ils auraient pu les dédoubler. Au moins sur le 16 pouces, il y a quand même pas mal de place, alors que là, on a les mêmes nombres de ports sur le 14 pouces. Et finalement, oui, on t'a mis le HDMI, oui, on t'a mis le SD, donc on peut te dire, bon, c'est un port en moins à utiliser, mais ça, souvent, c'était sur des docks, donc tu avais d'autres ports à côté. Tu vois, c'était qui peut le plus, peut le moins. Sur des machines pro, je ne suis pas persuadé que réduire le nombre de ports Thunderbolt et de rajouter du MagSafe, c'était forcément la meilleure décision. Voilà. Alors, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le MagSafe va permettre la recharge rapide. Ça, c'est plutôt un bon point. Alors, recharge rapide à condition que vous ayez le gros bloc d'alimentation que j'ai là. Ne bougez pas, je vais le chercher. Il charge ma machine. Là, voilà. Donc, c'est plus de 100 watts. Hein. Donc, c'est le gros modèle. Vous ne l'avez pas en standard sur le 14 qui est devant toi. C'est une option, évidemment. Donc, si tu veux le faire en recharge rapide, ça te coûtera un petit peu plus cher. Et puis, tu as fait quelques tests de recharge rapide. Ça t'a convaincu, Didier? Oui, alors ça, c'est mon engin. C'est assez cool, oui, si tu as besoin de le recharger le matin rapidement. Parce que je crois de 0 à... Enfin, en 30 minutes, donc tu mets un peu plus de 50%. Hein, Apple était même pessimiste. Alors que si tu le mets sur l'USB classique, tu es à 30%. Donc, bon, c'est rapide, mais c'est lent quand même. Enfin, si tu vois une voiture électrique, là, en 30 minutes, tu mets plus de 80%. Et c'est des kilowattheures, c'est vachement plus. Donc, c'est pas non plus la folie. Mais en fait, c'est pour ça que cet usage du MagSafe, il va être vraiment très ponctuel, je pense, sur ces machines, quoi. Stéphane, le retour du MagSafe, tu penses qu'il va se généraliser? Tu as un MacBook Air devant toi et au-delà, le retour du port SD card, de la prise HDMI. On peut penser que ça reste une spécificité de la gamme Pro, celle-ci. Je sais pas, peut-être je suis là pour le coup, je vais pas être gentil, mais comme ils vont peut-être perdre la bataille du Lightning, donc en gros, tiens, c'est une façon de s'y préparer. Non, mais surtout de dire, voilà, tiens, c'est bon, on reprend encore comme l'Union européenne ne va pas nous embêter pour... Vu qu'ils font pas mal de lobbying en ce moment. Ah bah ouais. Federighi qui a été du côté de Lisbonne. De Lisbonne, c'est quand même dingue. Non, mais c'est dingue. Ça montre qu'ils ont besoin de faire passer quelques messages. Ah, je pense, oui. Et sortir un petit peu de leur tour d'ivoire. Je dis ça, non, mais... rien. Bon, non, je suis pas d'accord. Ah, t'es pas d'accord? Non, je pense qu'il a raison. Ah bon? Ah ouais, je pense que Mais tu parles de l'App Store. L'App Store, ouais. Je pense que pourquoi aujourd'hui l'univers iOS ou iPadOS est bien, c'est parce que les applications sont hyper contrôlées, hyper verrouillées. Moi, je suis hyper content que ma mère, qui a 70 ans bientôt, un jour, ma femme m'a dit mon père, c'est une catastrophe. Son ordinateur, son PC, tous les 3 mois, il est en panne. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné un Mac et je lui ai empêché de pouvoir installer. Donc, j'ai verrouillé le Mac. Le Mac, il a duré 10 ans. C'est un de mes anciens Mac. Il a duré 10 ans. Et sans jamais... À l'avant, tous les 3 mois, il était obligé d'aller réinstaller. Il avait des virus, il avait des problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, la force de l'environnement Apple et iOS, c'est justement cette incapacité à avoir un store parallèle. Et je peux comprendre que Apple le défende. C'est le message pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais je ne sais pas si Didier a prévu d'en parler tout à l'heure dans le busomètre. Didier, tu m'arrêtes? Tu as prévu d'en parler tout à l'heure? Non. Donc, on peut développer. Donc, en gros, Craig Federighi, le patron du logiciel chez Apple pour aller à l'essentiel, est venu faire la promotion de l'App Store au moment où, effectivement, Apple est montré du doigt comme une entreprise en position d'abus, de position dominante, justement. Mais tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi sur les avantages de cette stratégie pour l'utilisateur. Mais à côté, à l'heure où Apple a une telle force et une telle ampleur au niveau mondial et tellement d'utilisateurs, elle ne peut pas régner sur un écosystème de manière aussi unique via un unique magasin. Je dis juste, c'est pas le sujet du jour, mais ça pose aussi ce problème-là. Et les gains qu'on a d'un côté, qui sont évidents, que tu as décrit et qu'a repris Federighi, il y en a d'autres qui se greffent, qui sont qu'aujourd'hui, si tu as un petit développeur et que tu dois t'adresser à Apple, tu n'as pas d'interlocuteur et c'est le pot de terre contre le pot de fer. Donc là, c'est là où Apple doit répondre. Pas on le sait qu'il n'y a pas de virus, on le sait qu'on est protégé, mais ce n'est pas là la question. Plus protégé. La question, c'est la libre concurrence. Est-ce qu'il y a une libre concurrence? La réponse est non. Je suis d'accord. Attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est pas un argument juridique pour la. Donc il botte. Ça sert à rien leur argument. La Commission européenne, elle la retient pas. La question, c'est est-ce que vous êtes en abus de position dominante? Est-ce que vous êtes la seule acteur unique sur le marché de l'application sur le Mac, sur l'iPhone ou sur l'iPad? Oui. Voilà, non, pas sur le Mac, mais. Ouais. Ils y travaillent.
Ils y travaillent. On revient au MacBook fera une émission Pro. là-dessus. Oui, on fera une émission là-dessus. On revient au MacBook Pro. Une fois que l'écran est ouvert, on découvre un nouveau clavier sur fond noir. Une question Twitter à ce sujet de Joresta. Pensez-vous que le clavier totalement noir va devenir la norme, même sur les futurs MacBook Air? Je trouve l'aluminium beaucoup plus qualitatif et plus agréable pour séparer les touches. Est-ce juste un choix de design selon vous? Allez, Stéphane un petit peu et un petit peu Didier brièvement. Le clavier sous fond noir, lorsque la luminosité baisse, avec le rétroéclairage et le contour des touches, ont tendance un peu à disparaître. C'est vrai. Voilà. Donc après, je te dis, la frappe, elle est très très agréable. Oui, c'est vraiment. C'est le clavier. En fait, Magic Keyboard. Hein. En fait, tu sais quoi? Quand ils avaient fait l'annonce de la Touch Bar, disant que c'est la révolution, vous vous rappelez, il y avait même la machine à écrire au tout début, etc. Peut-être là, ça y est, enfin, ils ont fait quelque chose. Un des meilleurs claviers que seul peut-être un peu Logitech nous permettait un peu de. Oui, on est loin du clavier papillon. Ah, c'est fini ça. Je pense que là, ils ont appris quoi. Ils ont appris et c'est très agréable quand on tape dessus. Et bon, au moins, on n'aura plus de soucis avec ça après. Ouais. Didier, tu as été convaincu par le clavier après avec Laurent? La frappe est vraiment très agréable. Moi, j'étais pas passé au 16 pouces, donc j'ai pas eu le retour des claviers. Et par contre, moi, j'aimais bien quand même les claviers papillons, c'est la frappe. Je trouvais que c'était assez léger, c'était assez aérien comme frappe. Là, c'est un peu plus gros. Ouais, là, c'est un peu plus grossier dans le train. On t'entend il fait vachement de bruit en fait ce clavier. Là, tout à l'heure, j'étais dans le train, tu vois. Et tout le monde. Enfin, je faisais attention pour pas taper trop fort. Alors, je reviens avec ce que dit Stéphane. Effectivement, on distingue moins bien les touches. Donc pour se positionner, mais inversement, par exemple tout ce qui est Touch ID, c'est qui est un peu creusé, ou les flèches qui sont en T inversé, que j'avais pas moi sur mon 2018, et ben ça c'est hyper agréable, parce que tu n'as pas à regarder tes doigts tout le temps. Bon, évidemment, il y a la Touch Bar aussi qui a disparu, donc quelque part en fait ça compense ça aussi, quoi. Mais moi je le trouve assez classe, ce clavier en noir comme ça, très sympa. Et d'ailleurs je prendrais le gris sidéral rien que pour ça, parce que je trouve que ça va mieux avec le noir. Alors que tu prends argent. Quand tu prends argent, je trouve ça fait un peu titanium, c'est un peu vieillot, quoi. Je suis pas d'accord. Regarde cette magnifique version argente. Juste pour dire une chose, c'est que le clavier noir était déjà c'est-à-dire les touches noires étaient déjà présentes depuis longtemps. Donc attention, c'est le fond noir. C'est le fond noir, et le fond noir, c'est soit une anodisation, soit une légère peinture. Tu vois, c'est très bizarre. Moi, c'est pas du plastique a priori. Non, c'est pas du plastique, c'est vraiment la continuité de l'anodisation. On va voir si ça va s'effriter avec. Exactement. Bon, je pense surtout aux femmes, par exemple, avec peut-être des bagues. Tu vois, alors normalement, tu vas pas mettre tes doigts là. Oui, tout à fait. Mais tu vois, avec ou les ongles, tu vois, j'ai plus. Moi, j'en ai fait du nez de femme, si tu veux. Voilà. Je suis passé. Voilà. Non, mais tu vois, normalement, tu vas pas toucher à cet endroit-là. Tu vois, mais on verra. Bon, on n'a rien à dire sur la Touch Bar. Je crois que l'effet de l'anonymité. Qu'elle repose en paix. Qu'elle repose en paix. Par contre, ce qui est voilà, on espère qu'on aura peut-être une alternative à cette Touch Bar dans les. Dans les mois et les années qui viennent. Pour revenir sur le design. Ce qu'il fallait, c'est qu'ils te ressortent une Touch Bar en gardant les touches de fonction. Non, c'est ça qu'ils nous mettent un écran tactile. Mais bon, passons. On y arrivera un jour. Non, par rapport à la réflexion de toi. Non, mais moi, je suis Team Olivier là-dessus, donc c'est bon. Je suis d'accord avec lui. Mais oui, Didier, tu es d'accord avec moi. Il faut un écran tactile. Didier. Oui, mais en fait, je pensais qu'il le ferait ce coup-ci, parce que comme les interfaces ont grossi, tu sais, même la barre des menus, elle est plus épaisse. Oh, il y a pas ça aurait été possible. Ouais. Mais là, en ce moment, j'ai un PC à côté, là, parce qu'on m'a envoyé. D'ailleurs, je l'ai mis dans la petite vidéo que j'ai fait sur le MacBook Pro. Et il est marrant, parce qu'en plus, il a 2 écrans tactiles. Il y en a un l'Asus, c'est ça? Ouais, et Asus ZenBook Duo, là. Et il y a des choses assez intéressantes là-dessus. Mais en fait, je m'aperçois que d'avoir l'écran tactile en face de moi, comme ça, pendant quelques heures, tu t'habitues en fait à scroller dans les vidéos, à zoomer sur Google Maps et tout. Et en fait, quand tu reviens sur les Mac, tu as l'impression, tu sais, comme les voitures qui n'ont pas d'écran tactile, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est délirant. Donc, il y a un côté naturel à avoir cet écran, même si c'est pas un usage. Il y a des gens qui sont vraiment dans les commentaires, tu dis, mais moi, jamais chez moi. C'est ça. Moi, j'ai le cas avec l'iPad. Moi, j'ai le cas avec l'iPad. Je travaille avec l'iPad. Tu vois, j'ai cette dimension tactile dont tu parles. Et ensuite, quand je suis sur l'écran, je vois des traces de doigts sur l'écran. Je dis, mais pourquoi je suis allé toucher l'écran? C'est juste que j'ai le réflexe de faire comme je fais sur l'iPad. Par contre, quand tu t'adresses aux nouvelles générations, je pense à ma fille notamment, elle ne conçoit pas qu'il n'y ait pas d'écran tactile. Elle est née, elle a grandi avec le tactile, un ordinateur. On parle d'un Pro, on parle d'un MacBook Pro. Ouais, mais même, justement, pour rebondir sur ce que disait notre tweetos et conclure sur le design, il y a quelques années, il y avait une vraie différence entre les gammes grand public et les gammes professionnelles. Souviens-toi des MacBook blancs, des MacBook noirs, souviens-toi des iBooks qui étaient vraiment différenciants. Vu que cette année, on a vu arriver un iMac M1 très coloré,
peut espérer que les futurs MacBook Pro ou MacBook Air M1, c'est un modèle d'entrée de gamme, grand public, et un design différent. C'est ce que semble nous dire la rumeur. Moi, j'ai hâte parce que ce serait peut-être... Moi, j'ai pas forcément besoin d'une machine de pro aujourd'hui. Autre bonne surprise de part et d'autre de ce magnifique clavier sur fond noir, les grilles des nouvelles enceintes. Alors, en apparence, rien ne change, en fait, mais vraiment, le rendu audio est simplement, comment dire, incroyable. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on s'est amusé à écouter quelques morceaux tout à l'heure. Il y a un relief, il y a de la basse. Alors, sur le 16, c'est moins surprenant parce qu'il progressait d'année en année, mais sur le 14, quand on passe du 13 au 14, on se demande si on n'a pas caché une enceinte sur le bureau. N'achetez pas un HomePod, achetez un MacBook Pro. Tu sais, je reviens sur ces machines qu'ils avaient appelées le hub, c'est-à-dire le PowerBook 12, le PowerBook 15 et le PowerBook 17. Et Steve disait le 17, écoutez cet audio, et c'était, en fait, il disait c'est une chaîne hi-fi dans l'ordinateur, quoi. Ça n'a rien à voir avec ça aujourd'hui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur le côté, il y avait vraiment de l'espace. Aujourd'hui, ce qu'on retrouve, tu m'as fait écouter tout à l'heure, et sur le 16, que j'avais pas testé, j'ai été très agréablement surpris par le relief. Encore une fois, on parle d'une machine qui fait moins d'1 centimètre d'épaisseur, 1 centimètre ouverte sur la partie basse. Donc, moi, je trouve ça très bien. Enfin, j'étais assez agréablement surpris. Merci. Convaincu, Stéphane, convaincu, Didier. Le son est purement dingue. Déjà, j'utilise le 16 pouces depuis sa sortie, l'autre en version Intel, et c'était déjà très très bien. Mais sur le 14, c'est encore plus marquant. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. C'est bien que tu l'aies signifié. Ouais. Sur le 16, on va dire, bon, ok, mais là franchement, comme j'ai dit au début, j'ai l'impression que ces machines-là, alors peut-être ils vont pas changer de form factor avant perpète. Ah mais non, on est tranquille. Là, je pensais, voilà. Et donc en gros, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va changer l'écran tactile? Tu crois? Qu'est-ce qui va faire qu'on va changer l'année prochaine? Ils vont nous sortir. Tu crois que les M2 vont nous permettre de faire? Non. Qu'est-ce qui va nous permettre d'acheter ça? Quelque chose qui aujourd'hui n'est pas présent dans l'encoche. Justement, on va parler de cette encoche qui fait beaucoup parler. Mais avant d'en parler, justement, c'est l'heure du busomètre. Alors le busomètre, c'est quoi? C'est les rumeurs actu qui ont le plus buzzé du côté du site, c'est déjà pas mal, ou de l'app Mac Forever, et c'est Didier Policani qui nous a préparé ça. Et oui, Olivier. Et on commence avec l'iPad mini. Alors tu te rappelles, l'iPad mini, il a été renouvelé là, il n'y a pas très longtemps. Il est super, il est très très joli mignon. Petit gadget, très joli. Par contre, il a un défaut, c'est son écran. C'est toujours du LCD, mais surtout, tu sais, c'est pas un LCD de très bonne qualité. Quand tu scrolles, il est un peu moche. Et apparemment, Apple testerait du ProMotion, donc des écrans assez qualitatifs sur 8,3 pouces. Voilà, donc ça pourrait arriver peut-être l'année prochaine, tu vois, il pourrait un peu monter en gamme. D'autant qu'il est cher. Moi, je trouve que pour ce prix-là, c'est vrai que maintenant, tu te dirais, tiens, je pourrais avoir le ProMotion qui est quand même sorti il y a très longtemps, je crois en 2017 sur les iPad Pro. Voire du mini LED, vu ce prix-là, on peut y le souhaiter. Deuxième info ou rumeur? Tiens, ça c'est un petit chiffre, l'iPhone 13, tu sais, on s'est dit, tiens, il apporte quand même pas grand-chose cette année. D'ailleurs, on a vu toutes les vidéos, les articles n'ont pas tant marché cette année autour de l'iPhone 13. Il n'y a pas une attente incroyable. Et pourtant, les ventes auraient été assez incroyables, plus 24% en Europe. Donc, comme quoi, tu vois, Apple n'a pas forcément besoin de se décarcasser pour que ça marche, finalement. L'Europe aurait même mieux marché que les États-Unis cette année. Voilà. Donc, il faut venir, Tim, dans Refait le Mac pour raconter de belles histoires. On peut rêver. Peut-être. Tim, you have to come in Refait le Mac. We remake the Mac again. You will see, it's amazing. Troisième info, rumeur. On va parler un peu, tu sais, tous ces services qui sont dispo aux US depuis tant d'années et qui ne sont jamais arrivés chez nous. Et ben là, on a cette semaine donc Fitness Plus et Apple One qui débarquent enfin en France. Ah voilà, c'est ça que j'attendais pour mettre au sport. Non, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Non, mais surtout, par exemple, Apple News Plus, on l'a toujours pas. Même Apple News tout bête, tu vois. Bah oui. On n'a toujours pas l'application. C'est quand même complètement fou. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont sorties aux US et qui arrivent jamais chez nous. Tu sais, sur le HomePod aussi, tu as plein de limitations en Europe. Donc, c'est petit à petit. Voilà, le vieux continent revient sur le devant de la scène. Alors, moi, je vais encore passer pour un vilain petit canard, mais non. Moi, j'ai un compte Apple américain depuis toujours. Donc, en fait, j'ai Apple News Plus et Fitness Plus depuis le début, en anglais. Ce qui explique cette ligne lancée. Que j'ai pris des kilos parce que je lis énormément Apple News et je m'éclate avec Apple News. Alors, c'est plutôt l'information américaine, mais même la lecture de tout ce qui tourne autour de la technologie ou autour d'Apple, j'aime beaucoup cette application. Mais je pense qu'il va y avoir du temps avant que ça débarque en Europe, avant qu'ils arrivent à trouver des accords avec les éditeurs surtout. Tu vois, le
problème du droit souverain, notamment, avec Facebook et avec Google. Quatrième info ou rumeur? Alors, on parle justement, on reparle du HomePod et Apple, tu sais, poste des offres d'emploi régulièrement et il reparle dans les offres d'emploi de HomeOS. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une rumeur il y a quelques temps qui parlait de ce fameux système qui pourrait être adapté par exemple à un écran qui gérerait ta maison, enfin une espèce de HomePod un peu avec écran ou alors un système qui serait dédié au HomePod qui s'appellerait comme ça HomeOS. Ou une télé, voilà, on sait pas soyons fous. Ouais. Mais aujourd'hui, ça aurait du sens quand même d'avoir même une espèce d'iPad accroché au mur avec un peu tout un tas de fonctionnalités pour ta maison et pas uniquement sur ces petits iPhones et tout. Donc peut-être quelque chose comme ça, qui est dans les Ça cartons. ressurgit. Oui. Surtout que c'est vrai qu'il y a quelques semaines, on vous en parlera lorsque le produit sera disponible, Amazon a lancé une nouvelle version d'Alexa qui a un cadre photo qui ressemble un petit peu dans le style. C'est pas le rendu de nos cadres ici en plateau, les fameux cadres de chez, j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. Mural. De chez Mural, heureusement que tu es là, Laurent. C'est un peu le même esprit, sauf que ce sont des cadres tactiles dans lesquels vous avez, c'est Alexa en fait. Donc on a curieux de voir ça. On a encore une info, on a terminé, Didier? Non, on a encore une petite info et tu sais, justement, on parlait des MacBook Pro et on s'interrogeait notamment la semaine dernière pourquoi est-ce qu'ils n'étaient toujours pas OLED, tu vois. Eh oui, alors Et pourquoi alors l'OLED pourrait arriver, là c'est les dernières rumeurs, Mais sur les iPad Pro en 2023, mais pas avant 2025 sur les Mac. Donc autant te dire, d'ici là, il y aura peut-être du micro LED pourquoi sur ces attendre machines. autant? On a Alors, prévu... j'ai quand même une partie de la réponse, c'est que l'OLED, on ne sait pas encore le faire à des très fortes luminosités, ou en tout cas sur les grandes dalles, on commence un peu à atteindre les 800-900 nits sur les télés, alors que là on est à 1600 sur les MacBook Pro. Donc si tu veux faire du vrai bon HDR, tu es obligé de passer par des systèmes de LED. D'accord, pour mini-LED. toi c'est un critère purement qualitatif, c'est pas un problème de... Non mais c'est un choix, je pense que c'est un choix. Et je pense qu'il y a aussi peut-être derrière des problèmes soit de consommation ou peut-être de rémanence, là, tu sais, des écrans qui marquent aussi sur l'OLED. Il y a plein d'écrans grillés. Je suis Parce qu'il y a des écrans PC OLED, ça existe, c'est pas un truc qui n'existe pas. Mais ils sont moins lumineux et ils ont ces problèmes justement d'écrans. Je serais surpris qu'Apple investisse entre guillemets autant. Après tout, c'est que des composants, mais sortent un discours marketing pendant des mois, des années autour d'une technologie, puis l'abandonne dès que la suivante a pris le dessus. Mais bon, pourquoi pas? Après tout, ils l'ont déjà fait par le passé. Tu as raison. Allez, retour au MacBook Pro 2021 et gros plan sur les nouveaux écrans équipés justement d'une encoche. Alors les amis, on ressort les baïonnettes écran pour ou contre l'encoche. Après une bonne semaine d'usage, est-ce que ça vous a gêné? Didier, toi tu as celui qui a le plus passé de temps. Est-ce que ce pointeur qui est perdu dans l'encoche t'a gêné ou pas? Mais moi, je dirais que ça dépend des usages. Moi, je me connecte beaucoup à un écran externe, donc ça ne m'a pas trop gêné. Par contre, c'est vrai que si tu es toute la journée sur ton écran de 16 pouces, et le pire, je pense, c'est le 14 pouces. Parce que le 14 pouces, tu as plein d'applis là où les menus ils passent de gauche à droite de l'encoche. Et ça, c'est casse-pied. En fait, c'est pas un truc bien, quoi. Donc, on peut pas vraiment se réjouir de ça. En plus, elle est quand même très large par rapport à la petite caméra. Moi, je suis étonné quand même si c'est pour préparer la suite et tout, qu'ils aient fait ça, en fait. Qu'il n'y ait pas une vraie raison, tu vois, derrière. C'est assez bizarre, quand même. On va développer cet aspect-là. Et puis, c'est vrai ce que tu avais montré dans ta vidéo, que ce petit pointeur qui est à gauche, et puis tu le fais passer dans l'encoche, et puis il se met à disparaître, et il réapparaît 3 cm plus loin comme par téléportation. C'est assez bizarre. Ça nous l'a fait sur le 14 pouces. Ça ne le fait pas sur le 16 pouces. C'est assez bizarre chez nous. Mais c'est assez curieux. Mais je pense ça dépend un peu de l'usage. Hein. Quand tu sélectionnes des menus, il saute en fait d'un menu à l'autre. Par contre, si tu sélectionnes pas de menu, là, il fait comme s'il y avait un écran noir en gros. Ouais, mais là, et le plus perturbant, je trouve, c'est plus quand tu as un fond noir, genre tu regardes une vidéo, et où là, en fait, ta souris, elle va devenir d'un coup invisible, et tu sais pas pourquoi. En fait, Apple éclaire pas l'encoche, tu vois, il lui met pas un petit liseré. Et bon, d'un point de vue utilisation, c'est un petit peu bizarre. Après, c'est pas non plus hyper dramatique, quoi, mais c'est un peu casse-pied. Je pense. Alors, excuse-moi, oui, Olivier. Stéphane. Non, mais en fait, tu t'aperçois, peut-être Didier, que en fait, c'est logiciel. C'est les développeurs n'ont pas été un peu, non. n'ont pas anticipé, quoi, n'ont pas pu anticiper. Donc, je pense que. Or, ce qui est juste un petit peu bizarre, c'est que la suite Keynote, Numbers, etc., elle est aussi dans le même lot que les Word et compagnie. Donc, ils sont à la même enseigne. Ça, voilà. Donc, moi, je trouve que c'est quand même un problème logiciel. Il faudra qu'il n'y ait pas un redesign de certaines choses. Je sais qu'Apple a sorti des machines pendant des années qui nécessitaient des optimisations et n'a jamais adapté ses logiciels. Voilà, mais je pense que ça se ressasse pas, quoi, comme ça, quoi. Laurent, je sens que tu vas nous préparer un petit bon mot. Je veux le redire, mon gros mot, c'est de la couille en barre. Oui, alors continue. Donc, en fait, Apple nous a fait un cadeau.
Ah, Et Apple nous a offert quelques pixels d'écran en plus. oui. Parce qu'en fait, la définition de l'écran normal, elle est 107 barres. Elle est plus basse. Donc en fait, on a comme cadeau ces quelques pixels au-dessus qu'on peut utiliser. Si on n'est pas content, on les dégage. On a une petite bande noire en haut de 0,8 mm et on a un écran normal comme on a toujours eu toute notre vie. Si on se dit qu'on veut gagner le menu qui, par exemple, ne sert à rien habituellement, on remonte sa barre et on accepte que sa souris, elle saute un peu à droite à gauche, éventuellement quand elle passe sous la caméra. C'est tout. Et on a Oscarito qui nous l'a bien montré avec je clique pas, j'active pas cette barre. Et c'est un cadeau. Il faut le prendre comme c'est un cadeau. Si on n'a pas envie de l'utiliser, on la dégage, on a l'écran au-dessous. Et voilà. Donc moi, je pense que c'est de la masturbation intellectuelle. Même Oscarito, qui pensait que ça allait le gêner. Oscar, c'est notre assistant réel. Voilà. Et en fait, c'est un peu aussi une forme de révélation. Il n'utilisait pas finalement les menus du haut tant que ça, donc c'est pas grave. Oui, au-delà. Mais c'est vrai que moi, ça m'a absolument pas gêné. Au contraire, j'arrive vraiment à me projeter. Je suis complètement dans l'écran de par surtout les bords qui ont été largement affinés sur Réduit, le côté. Apple avait pris beaucoup de retard avec une large bordure noire qui était vraiment déplaisant par rapport notamment à la concurrence qui avait adopté. Tu parlais tout à l'heure d'Asus qui, depuis longtemps, proposait des écrans avec un bord affiné. Il n'empêche l'arrivée d'une encoche. On aurait pu s'attendre à l'arrivée de Face ID, les amis, mais il faut encore s'identifier avec son doigt via Touch ID. Alors une réaction sur Twitter. Pour Face ID, ce n'est pas vraiment un manque à proprement parler. On en parle ici juste à cause de l'encoche anormalement large pour une seule caméra. Pour moi, Touch ID suffit amplement sur ce type de produit. Donc, les amis, votre avis? Pas de Face ID qui pourrait justifier la greffe de cette encoche. Il semble vraiment qu'Apple nous prépare quelque chose quand même. Je me suis posé la même question que le Tweetos. Je me suis posé la même question et je me suis dit, c'est vrai que sur un téléphone, le Face ID, tu le déclenches avec un vrai mouvement. Tu prends ton téléphone et il y a le mouvement, tu vois, où la caméra devient. Non, mais quand tu es devant ton écran, quand tu es devant ton écran. C'est tout le genre devant ton écran. Ouais, mais du coup, tu as ton clavier, donc tu poses ta main. Il n'a pas vraiment tort. Il a plutôt raison dans ce qu'il dit. Ouais, c'est le cas de l'iPad aussi, quand tu as avec la smart cover. C'est le cas de l'iPad, sauf que l'iPad, il n'y a pas de bouton. Il y a une partie de l'usage de l'iPad qui se fait sans clavier. Alors que là, finalement, il y a toujours tu vois, ce qui se différencie finalement l'iPad, l'iPhone d'un Mac, c'est que le Mac, il est en deux parties avec un écran qui s'ouvre. Et donc finalement, tu vas mettre tes mains sur le doigt, tu passes ton doigt sur le bord et il déclenche. Et il est beaucoup plus rapide qu'avant. Tu crois au scénario qui nous annonce l'arrivée de Face ID, Didier? iFixit a démonté, je ne sais pas si tu as vu, le bloc TrueDepth récemment d'un iPhone 13, le bloc qui héberge les caméras et le système de Face ID. Il a posé sur la tranche d'un MacBook Pro et on voit qu'il y a encore de l'espace à gagner. Ça rentre pas, ouais. Ouais, mais ils vont y arriver, ça, je pense. C'est les petits diodes laser là qui sont encore un peu épaisses. Mais non, mais de toute façon, je vois pas pourquoi ils auraient fait une encoche si large s'ils n'avaient pas prévu de faire arriver ça. Mais après, moi, je suis assez d'accord avec ce qui se dit. En plus, il y a un côté, enfin, je sais pas, dans les open space, dans les bureaux, quand ton ordi est verrouillé, t'aimes bien décider du moment où tu le déverrouilles. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il y a un peu cet usage-là quand même. D'ailleurs, avec l'iPhone, des fois, c'est dérangeant qu'il se déverrouille. Tu sais, tu veux le donner à quelqu'un, puis il est déverrouillé. Tu n'as pas forcément envie que ce soit déverrouillé. Donc, je ne sais pas si c'est une si bonne idée que ça, dans la mesure où ton doigt arrive vite sur le clavier. Après, en fait, maintenant, ce qui est bien, c'est surtout... Ils ne mettent pas Face ID, j'avoue, je ne comprends pas. Mais voilà, après, c'est une vraie question. Mais pour moi, ça ne me paraissait pas quand même une avancée primordiale d'avoir Face ID. C'est un peu comme Siri, tu sais, on l'a vachement réclamé. Puis en fait, maintenant, qui utilise vraiment Siri sur Mac? Même sur iPhone. Stéphane. Stéphane. Non, en fait, moi, je trouve que je trouve ça dommage, par exemple, qu'on n'a pas pu disposer de Center Stage. Qui est arrivé sur l'iPad. Qui est arrivé sur l'iPad partout, voilà. Bon. Parce que quand même, ce qui a caractérisé nos 20 derniers mois, quand même, c'est la visio. C'est la visio, et encore plus demain, parce qu'en plus, on va transformer en avatar... Dans le métaverse. Ouais, voilà. Donc en gros, il faudra bien que nos caméras. Très peu pour moi. Je laisse ça à Mark Zuckerberg. Après, je crois pas. C'est quand même pratique cette fonction qui permet de suivre. Bouger et tout. Non, mais... Moi, j'aurais adoré. Elle est arrivée même sur l'iPad d'entrée de gamme. J'ai une actu folle, moi, sur ce sujet. Ouais. C'est qu'ils vont mettre une deuxième caméra qu'ils vont espacer l'année prochaine. Ah ouais. Et arriver avec un outil de réalité, un autre objet, soit les lunettes, soit truc, et qu'à un moment donné, ils aient besoin de ces deux caméras. J'ai trouvé ça fou. Hein. Voilà,
moins que, encore une fois, ça n'a rien à voir, c'est juste un choix de design, un critère de design pour qu'on reconnaisse de coup d'œil un Mac par rapport à un PC. Un iPhone, on le reconnaît à part ça, on coche. Les Macs, ce sera peut-être un signe distinctif, on verra. Qu'est-ce que vous avez pensé de la caméra de 1080p, en revanche, qui est intégrée désormais dans cette encoche? Notre ami Oscar a fait quelques images, Octave, pardon, a fait quelques images, pardon, Il a Octave. envoyé un message à sa mère. Ça. Voilà. Et alors, à gauche, c'est la version avec... Oui, hein, avec j'ai du mal à voir sur mon écran de retour. À gauche, c'est le MacBook Pro de nouvelle génération. Non, l'ancienne génération. Et à droite, c'est le MacBook Pro de nouvelle génération. Mon écran de retour est un peu loin. Effectivement, on voit que l'image est plus équilibrée, plus nette. Bon, il y a moins de bruit en arrière-plan. Et l'impression qu'il y a, je ne sais pas si c'est un outil d'intelligence artificielle, Didier, qui améliore un petit peu le rendu de visage. Non, je me trompe? Ah oui, oui, mais il avait déjà fait sur l'iMac M1. C'est-à-dire que même quand tu es à contre-jour, il fait toujours en sorte que ton visage soit bien illuminé et il te brûle pas, il te met pas trop foncé. Enfin, voilà, c'est que du 1080, mais finalement c'est bien utilisé, donc c'est pas mal. En fait, ce qui est agréable, et on en parlait tout à l'heure avec l'audio et tout, les micros, c'est qu'en fait ils réutilisent toutes leurs technos qui prennent à droite à gauche. Tu vois, tous les sujets sur lesquels ont bossé leurs ingénieurs, tu sens qu'ils les réadaptent sur Mac. Et moi j'aurais bien aimé aussi du coup Center Stage et tous ces trucs quoi. Mais c'est marrant parce que sur la partie vidéo. Tu remarques que le Mac, c'est un peu le parent pauvre. Par rapport à l'iPhone, par exemple, ça arrive vraiment à la fin. Même là, on pourrait imaginer, tu vois, avoir de la 5G. Ils n'ont pas prévu d'avoir de la 5G sur le Mac. Enfin, c'est marrant. On voit vraiment que l'usage comme ça, un peu vidéo, un peu mobile. Une philosophie tout à fait différente de Ah projet. ouais. Oui, tout à fait. Restons sur l'écran. Une réaction sur Twitter, plutôt une question de PX, alias Po. Axe. La technologie ProMotion 120 Hz sur ces nouveaux MacBooks ajoute-t-elle vraiment quelque chose de perceptible? Si oui, sur quel usage? Moi, je n'ai pas vraiment trouvé. J'ai même été carrément déçu. Didier, est-ce que tu confirmes? Eh ben écoute Olivier, en fait oui, pour tout ce qui est mouvement de fenêtre et de souris, donc tout ce qui a été un petit peu optimisé, où tu as vraiment les 120 images. C'est-à-dire que les écrans qui ont des hauts rafraîchissements, c'est pas nouveau, hein, on avait même du 100 Hz avant, sauf qu'avant les interfaces étaient toujours à 60 Hz. Et le curseur de la souris, quand tu habitué, par exemple quand tu fais du graphisme, tu vois, que tu as l'impression toujours que la souris elle saute un petit peu à 60 Hz. Là 120 Hz c'est vraiment très agréable, et tu le vois hein, quand tu le filmes à l'iPhone, tu le ralentis et tout, j'ai fait une petite démo là en vidéo. Et par contre ça marche pas sur tout, genre avec Safari, le défilement apparemment il est pas encore optimisé. Enfin, dans les applis, il va falloir recompiler, je pense, pour en profiter. Mais en fait, c'est quand tu reviens à du 60 Hz et que tu as passé la journée là-dessus, que tu dis ah ouais, tiens, ça rame un peu. Bah, comme le ProMotion sur l'iPhone, en fait. Il faudrait simplement qu'ils optimisent leur logiciel, non? Tu crois pas? Comme Safari, par exemple. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est étonnant. Hein, dans Safari, il faut défiler un site, il n'est pas optimisé pour ProMotion. C'est l'usage principal sur un iPad ou sur un iPhone. Quoi. Ça c'est pour les auditeurs qui n'ont pas vu l'émission de la semaine dernière, c'était la plus grande crainte qui avait été évoquée durant l'émission par Jean-Louis Fréchin, qui disait « J'aimerais pas que cette machine qui soit finalement performante... on a eu des bons de performance dans l'histoire du Mac et finalement les gens se sont dit ah bah tiens la machine est performante, j'optimise pas mes applications parce que et donc du coup tu tires pas parti de la puissance. Apple avait fait quand même des choses marrantes, ils avaient sorti Léopard et Snow Léopard, il y avait aucune nouvelle fonctionnalité dans Snow Léopard, c'était juste de l'optimisation. Dans l'histoire, tu vois, donc de temps en temps tu as besoin de faire des retours en arrière, j'espère qu'on aura ce genre de choses. Restons encore sur l'écran et toujours une autre question de Stéphane Coupchou, infidèle dont refait le Mac, qui apporte réellement le nouvel écran mini LED par rapport au modèle précédent. L'écran mini LED alias Liquid Retina XDR display, comment ça marche? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pourquoi pas toi, mon cher Laurent? J'ai beaucoup parlé, je vais laisser parler les experts. Tu plaisantes ou quoi? Non, mais en fait c'est un écran composé de beaucoup de LED. De beaucoup plus de LED qu'auparavant, 10 000 diodes réparties dans 2500 zones de mémoire. Ouais. Sur le 14 pouces, on a une définition de 3024 x 1900 et quelques, avec 5900 pixels, et sur le 16 pouces... De 3456 par 2234, voilà, avec 7,7 millions de pixels. Donc c'est quoi? C'est une techno qui offre un plus de luminosité, en fait, c'est ça? Avec 1600 nits, et un taux de contraste de 1 million pour 1. Oui. Et donc voilà, les mini LED permettent aussi de réduire la distance entre le rétroéclairage et l'écran, permettant de faire donc des écrans plus fins. Oui. Voilà. Donc du coup, c'est là, je te disais tout à l'heure, pourquoi pas le retour de la petite pomme rétroéclairée. En théorie, peut-être c'est ça, ou peut-être elle pourra même changer de couleur en fonction qu'on voulait. C'est vrai qu'on pourrait mettre du bleu, on pourrait même la connecter à travers
comme sur nos lampes chez nous, nos ampoules chez nous, quoi. C'est pas drôle. C'est pas Moi, mal. moi, j'avais collé derrière un logo en fait Apple, Ouais. des premiers logos avec les 5 ou 6 L'arc-en-ciel. couleurs d'arc-en-ciel dans la pomme. Alors, l'XDR, on pense naturellement, Didier, au moniteur d'Apple, le fameux écran 6K que tu possèdes. Est-ce que c'est vraiment comparable, cet écran de MacBook Pro, dans un ordinateur à 2000 euros, à ce magnifique écran que tu étrennes et qui en vaut 3 fois plus? Oui, mais il y a beaucoup plus de pixels. Voilà. Oui, Et surtout, en fait, là, les écrans de MacBook Pro, ils sont à 500 nits en fait la plupart du temps. Ils sont à 1000 nits quand tu regardes des vidéos HDR. Ils montent à 1600 nits au maximum dans les vidéos. Donc en fait, par rapport à un écran d'avant, tu n'as pas forcément la différence comme ça tant que tu regardes pas des contenus, si tu veux. Mais par contre, dès que tu as des contenus, c'est assez incroyable. Et franchement, moi, j'ai discuté pas mal avec des spécialistes, des gens qui font de la colo, qui font voilà, du montage et tout. Ils me disent, mais cet ordinateur, colo. rien que pour l'écran, de la colorimétrie, tu veux dire. ouais. Et non, mais eux sont bluffés qu'on ait ça sur un écran de portable, d'avoir justement autant de luminosité, d'avoir du HDR. Et d'ailleurs, nos amis là qui sont en régie, je pense qu'ils rêveraient d'avoir ça pour monter en HDR. Mais ils Parce que peuvent c'est rêver assez longtemps. fabuleux. Aujourd'hui, tu peux filmer en HDR avec ton iPhone quand même. Oui. Tu peux monter ça sur Final Cut avec ton MacBook Pro et voir le HDR. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, il fallait un Ouais. écran de contrôle. Ça, c'est un vrai Et problème. c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. En fait, il faut le voir pour le croire. Et il y a beaucoup de gens qui, avec ces machines, vont découvrir le HDR. Et d'ailleurs, si vous achetez cette machine, je vous encourage à aller sur YouTube. Sur YouTube, il y a des contenus HDR ou à télécharger des trucs de démo pour voir à quel point c'est impressionnant de Peut-être voir qu'on ça en se vrai. met à l'HDR, on refait le Mac un jour. Mais on a fait une vidéo avec l'iPhone 13, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Mac Forever, et avec Emmanuel Pampuri d'ailleurs, Ouais. et on l'a enregistré en HDR, on l'a publié en HDR, et ça, si tu regardes ça avec un écran comme ça, c'est juste incroyable. En fait, les hautes lumières, tu as l'impression qu'elles te sautent aux yeux comme dans la vraie vie. Et le HDR, c'est ça, c'est un peu plus la vraie vie en fait. Et au-delà, vraiment, ce qui m'a vraiment marqué quand j'ai ouvert ce Mac par rapport à notamment quand on passe du 13, j'avais pas un 16 au 14, voire au 16 pouces, c'est le niveau de luminosité qui est vraiment incroyable, vraiment remarquable. Regardez, on vous a préparé une petite vidéo. Nous avons visionné toujours notre même film, The Passengers, qui est notre film de test en matière de vidéo. À gauche, vous avez le MacBook Pro M1 et à droite le M1 Pro, et on voit une vraie différence. Regardez les barres comme elles sont grises à gauche et comme elles sont noires. Le noir est profond à droite. Les bandes en haut et en bas. Ouais. Ouais. Et l'équilibre des couleurs, c'est vraiment remarquable. Vraiment, la profondeur du noir est à tomber. C'est largement au niveau d'un écran LED sans les désagréments, à savoir les risques de brûlure. oui. Tu l'as dit tout à l'heure, jusqu'à 1 million par an en termes Ah oui, de c'est 1 million par an, contraste. c'est bon. C'est noir. T'as très pas eu de chance, profond. toi, avec ton écran, hein, finalement. Non, j'ai pas eu de chance avec moi, mais c'est parce que certainement les premières générations de LED. Mhm. Et c'est frappant de voir que sur l'autre modèle, vraiment les noirs sont gris, alors que sur le mini LED, quand vous avez du noir, le noir il est éteint tout simplement. Est-ce que vous avez remarqué des effets de rémanence? C'est souvent ce qu'on pointe du doigt pour les mini LED. Il y a des petits tests sur YouTube, on en a diffusé un là. Vous avez encore une illustration des différences de luminosité et de contraste. Regardez là, c'est le MacBook Pro M1 Pro. Regardez, on voit vraiment un blur sur l'écran mini LED qu'on n'a pas sur l'écran LED. Par contre, l'écran LED, il n'est pas noir, il est gris. Donc, je préfère avoir un effet de blur que avoir un écran gris. Tu l'as constaté, ce blur, ce phénomène de brouillage, de brouillard plutôt autour de quand la luminosité est très forte et ça fait un flou. On peut le comprendre par les niveaux de contraste très élevés que proposent ces écrans. Oui, mais en fait, c'est lié au rétroéclairage qui éclaire des zones plus que des pixels comme sur l'OLED. Sur l'OLED, tu n'as pas ce phénomène. Ça fait ce nuage. Après, mais après, en fait, c'est dans des moments très très spécifiques. Si tu as par exemple des titres noirs, tu vois, dans un film qui défilent, des fois tu le vois. Mais même là, par rapport à certains écrans, à certaines télés que j'ai vues, ouais, avec l'appareil photo, en forçant un petit peu, là, en montant les ISO et tout, tu arrives à forcer un peu le trait. Et d'ailleurs, souvent, quand tu le filmes, c'est plus impressionnant que dans la vraie vie. Donc c'est pas. Après, c'est toujours pareil. Les pros, ils ont des écrans qu'il faut pour faire ça. C'est pas un truc qui va te gêner au quotidien, en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Alors voilà pour le tour de propriétaire. Voilà ce qu'on a noté pour les différentes avancées de ce MacBook Pro lorsqu'on le découvre et qu'on l'utilise pour la première fois ou qu'on l'a utilisé durant ces derniers jours. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il y a sous le capot. Allez, annonçons la couleur. Et c'est un MacBook Pro, c'est un Mac Pro, pardon, à emporter, notamment pour des applications dédiées comme le montage vidéo, parce qu'il est vraiment conçu sur mesure
pour ces usages-là. Apple a fait vraiment des machines pour les vidéastes et les photographes. Alors, parlons de tests bruts, puisque c'est la tradition, avec Geekbench. D'abord des tests CPU, regardez. Le Mac Pro M1 Pro, donc c'est cette version-là, la 16 pouces en 3,2 GHz, 32 Go. Donc on n'a pas eu de Pro Max. Donc on se tournera vers toi tout à l'heure, Didier. On a atteint 1760 en simple cœur et 12 513 en multicœur. C'est des chiffres bien supérieurs à notre iMac 5K qu'on utilisait en régie, de dernière génération Core i9, une machine de bureau, 1272 en simple cœur, 9867 en monocore. Et si on compare au chiffre d'un Mac Pro, on est à 2320 en simple cœur et à 21 319 en multicœur. Donc le Mac Pro reste devant, mais rappelons que c'est une machine portable, qu'il n'y a pas de ventilateur et qu'elle vaut 4 à 5 fois moins cher. Donc c'est quand même assez dingue. Si on fait le test métal, qui n'est pas forcément un test représentatif, parce qu'à part Apple, personne n'utilise le métal ou presque, c'est ce langage graphique pour calculer la vitesse et la puissance des GPU. Le MacBook Pro M1 Pro, que j'ai devant moi, le 16 pouces, s'en sort plutôt bien. Il arrive à un score de 40 352. Il est quand même battu par l'iMac 5K, qui lui dispose d'une vraie carte dédiée, 59 003. Mais je pense, par contre, il met une claque à l'iMac, au MacBook Pro Intel, Core i9, qui est loin derrière avec 31 000 points. Donc voilà, c'est assez sensible. C'est pas vraiment la machine la plus puissante qu'on a choisi de tester. On reviendra plus tard sur les hauts de gamme quand on souhaite qu'Apple puisse nous les envoyer pour vraiment savoir jusqu'où on peut monter. On verra avec Didier tout à l'heure s'il a quelques éléments à nous donner parce qu'il les a déjà reçus. Mais vraiment, Didier, où c'est le plus impressionnant, regarde, nous, vraiment, ce qui nous a épaté, c'est les exports. Vraiment pour les vidéastes d'un enregistrement d'ORLM, par exemple, au format ProRes, puisqu'on enregistre en ProRes dans cette régie, dans ce studio, en ProRes, pour le convertir en H 264 dans Final Cut Pro. C'est des lourds fichiers. Quand on enregistre 1 heure de mission, on a des fichiers de 80 gigas. Eh bien, avec le MacBook Pro que j'ai devant, il a fallu 12 minutes et 5 secondes. Sur l'iMac qui est en régie, 12 minutes et 39 secondes. Donc, il y a un faible écart en faveur du MacBook Pro, encore une fois, qui fait une machine qui fait 2 cm d'épaisseur. Et sachant que le MacBook Pro M1 13 pouces ne s'en sort pas trop mal, 13 minutes et 24 secondes. Voilà, on pourrait... Et combien de gigas pour le M1 ? C'est un 16 gigas. 16 gigas. Ouais. Alors 8 gigas, c'est bien de le préciser que l'iMac, c'est un 64 gigas. C'est un 32 gigas, me dit-on. Bon, c'est quand même beaucoup mieux. Mais elle n'a pas de mémoire unifiée. On pourrait décliner encore comme un inventaire à l'après-vert les tests sous Cinebench, mais ça relève exactement la même chose, mais on va aller directement. Par contre, une chose qu'on avait déjà notée, Didier, c'est les tests de copie de fichiers. Regarde, lorsqu'on fait des tests de copie de fichiers avec un disque externe en USB-C, pas en Thunderbolt, on s'aperçoit que le MacBook Pro va un peu moins vite que les générations précédentes ou que notre iMac. Tu l'as constaté également, c'était déjà le cas sur le MacBook Pro M1. Ouais, ils n'ont pas amélioré les contrôleurs USB. Donc c'est qu'en USB, tu l'as pas en Thunderbolt, ce problème. C'est assez gênant quand même parce que moi je monte par exemple sur du USB-C à 10 gigabits là et du coup j'ai 30% de débit en moins. Donc suivant ce que tu fais, ça si peut tu travailles sur des disques externes, c'est vraiment handicapant. On est surtout sur des machines où il n'y a pas forcément beaucoup de disques durs. Ouais, puis c'est des machines pro, t'as pas envie d'avoir moins bien que ce que tu avais avant, donc c'est un petit peu casse-pied. Tu veux qu'on revienne un peu sur les performances des CPU, des GPU? Bon, je vais vous faire une vidéo un peu dédiée pour ceux que ça intéresse. Voilà, je rentrerai un peu dans les détails, GPU, CPU, tout ça. Donc, ce sera sûrement disponible ou au moins ce week-end. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que c'est une machine qui est très bonne sur tous les plans. Ce qui est quand même, et surtout qui progresse sur tous les plans, ce qui est quand même quelque chose d'assez inédit. Surtout pour une consommation vraiment. Moi, j'ai mesuré entre 50 et 75 watts pour le Pro Max. Tu vois, vraiment, c'est ridicule par rapport à avant. On était quasiment autour de 100 watts et encore les machines. Tu as testé comme machine, quelle config ? Alors, moi, j'ai eu un peu tout. J'ai eu les deux de base, c'est-à-dire le 16 pouces et le 14 de base. Et puis, j'ai eu un Pro Max en 14 pouces qui, lui, par contre, ventile et chauffe pas mal. Donc voilà, si je peux donner un conseil, je pense que les machines qui sont en max, effectivement, forcément consomment un petit peu plus. Donc sur le 14 pouces, voilà, tu as un petit peu plus de bruit. Ouais, exactement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai que la partie CPU est assez impressionnante. Elle est quasiment équivalente. En fait, Geekbench, il te dit qu'elle est vachement au-dessus, mais moi, je trouve qu'elle est à peu près équivalente au i9 du 16 pouces, donc il y a 2 ans. Donc, ce qui est pas mal, ce qui est vachement bien. Par contre, c'est vrai que
quelque part sur la partie CPU, je trouve que c'est là où ça progresse finalement entre guillemets le moins, même si au niveau conso c'est en dessous. Mais voilà, si tu veux juste de la perf brute, là on a fait des tests sous Logic et tout, on n'est pas, enfin tu vois, on est un peu kiff en fait par rapport à ces i9 qui ont quand même plusieurs années. Donc Intel est en train de sortir des nouvelles générations qu'on n'a pas eu sur Mac aussi, donc faut comparer ce qui est comparable aussi. Donc Intel va aussi peut-être faire des progrès ces prochaines années. Sur la partie GPU, c'est vraiment très impressionnant aussi puisqu'on a quasiment l'équivalent d'une Vega 56, c'était la carte graphique de base de l'iMac Pro, donc qui était quand même assez puissante pour l'époque. Donc sur une machine portable, tu vois, quelques années plus tard, c'est quand même plutôt bien. Et après, tu peux pas mettre de GPU externe, donc tu peux pas étendre cette puissance. Donc c'est pour ça que si vous avez vraiment besoin de GPU, prenez le gros GPU, je pense, ça peut être assez intéressant. Et puis tu parlais aussi de la partie d'encodage média, là c'est hyper impressionnant. Le ProRes, moi j'ai fait des tests, on gagne 4 à 5 fois les performances qu'on avait avant. Et sur le H264, donc un format le plus courant à celui utilisé sur YouTube, là on gagne à peu près 2 fois par rapport au convertisseur d'Intel qui était déjà très très bon à l'époque. Donc c'est une vraie performance. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, si tu prends un peu le haut de gamme, là, le Pro Max avec pas mal de mémoire, avec t'as forcément le CPU à 10 cœurs et puis le GPU à 32 cœurs, c'est que c'est vraiment une machine de combat. Donc en termes de puissance, rapport puissance-performance, c'est assez inédit. C'est à peu près à l'aise partout. Ce qui fait défaut aujourd'hui, et je le vois un petit peu pour mes tests, c'est qu'effectivement, tu as très peu de softs qui sont natifs pour faire ces tests-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part les softs d'Apple, quelques petits softs de vidéo, j'ai fait une liste à la Prévert. Là, tu vois, si tu regardes un petit peu sur les sites qui te parlent un petit peu de tous les programmes qui sont compatibles ou pas avec le M1, tu vois, il y en a plein. Alors, je peux te citer Maya, Archicad, AutoCAD, Avid, Eclipse, Ableton, .NET, NetBeans, Express, Guitar Pro, VirtualBox, Unity, Rhinoceros. Enfin bon, il y en a vraiment une tripotée et puis surtout qui sont pas Pro, hein. qui sont pas natifs. Voilà, mais du coup, quand c'est pas natif, bah, tu as de l'émulation sur la partie CPU et forcément, ça va être moins rapide. Donc, quelque part, c'est frustrant parce que tu pourras pas profiter en fait, de la puissance de ces puces. Et je dirais que le problème aujourd'hui pour les pros, c'est est-ce que c'est compatible? Et même si c'est compatible avec Rosetta, bah, c'est pas forcément du coup beaucoup plus rapide. Donc, il y a un petit peu, aujourd'hui, on est un peu encore dans l'entre-deux. Et je dirais que même si toi, tu as le hardware, on sent qu'il y a vraiment. Enfin, c'est vraiment intéressant, mais ça peut être bloquant aussi. Voilà. Ceux qui bossent par exemple sur Citrix, désolé, je suis un petit peu long, mais je pense que c'est important aussi. C'est qu'on peut s'extasier devant la vidéo. Tous les youtubeurs sont en PLS parce que voilà, ça exporte super vite en ProRes. Mais après, est-ce que l'usage derrière, quand tu fais de la 3D, quand tu fais du Citrix, quand tu fais de l'émulation de la virtualisation Windows qui est plus là, par exemple, eh ben, il y a pas mal en fait de domaines qui finalement sont laissés de côté, tu vois, ces prochains mois, peut-être ces prochaines années. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue aussi. On a un très bon hardware. Maintenant, ça va être aux développeurs et à Apple de pousser la partie logicielle pour qu'elle soit vraiment optimisée. Et on a vu, quand c'est optimisé, ça fait des merveilles. Oui, c'est très juste ce que tu dis parce qu'on est en train de boucler la boucle. On disait en préambule avec Laurent que Apple prenait finalement beaucoup de risques à sortir et à se lancer dans cette aventure de l'Apple Silicon. C'est là où ils doivent marquer des points dans les mois et les semaines qui viennent. Ils ont sorti une première version du M1 l'année dernière qui n'était pas une machine professionnelle. Là, on va voir s'ils vont réussir à convaincre l'ensemble de l'écosystème et que toutes ces boîtes qui ne sont pas très réactives, un Avid par exemple, mais qui a encore des positions de part de marché très importantes dans le secteur de la vidéo, même si c'est loin d'être ma tasse de thé personnellement, eh bien, on va voir si ces grands éditeurs vont adopter la poussée. Qui ne sont pas évolués. Pardon ? Ça fait une éternité qu'ils n'ont pas évolué, ce serait peut-être l'occasion. Ce serait l'occasion, en effet. Voilà, et on va avoir la traduction concrète dans les semaines et les mois qui viennent, si, je dirais, la dynamique d'Apple va s'instaurer chez les éditeurs. On a vu que les principaux ont suivi, hein, les Microsoft, les Adobe, etc. Et Apple doit aussi il suffirait qu'Apple fasse un truc très simple. Ouais. Il suffirait qu'Apple fasse un truc très simple. Les applications qui ne sont pas migrées... On les vire. Non, qu'elles aient une icône. Tu sais, du style un bouton. Tu vois, juste un flag rouge. Oui, ça permettrait surtout à certaines personnes qui testent aujourd'hui ces machines sur YouTube, qui comprennent, qui s'étonnent du manque de performance, qui se rendent compte qu'en fait, ils testent des machines qui tournent sous émulation. Exactement. Et que c'est pour ça que ça ne va pas si beaucoup plus vite que l'annonce. Déjà, ça fonctionne. Mais déjà, ça fonctionne. Ça marche. Non, mais parfois, souvent t'imagines très des bien. marques, des sociétés comme une marque, moi que j'adore, un produit que j'adore, c'est Dropbox. Dropbox, il fonctionne avec Rosetta. Ouais. Et ils font des annonces dans la presse. Oui, on est en train de faire un truc qui va marcher en réalité virtuelle. Ouais. Mais même là, Skype, hein, tu vois, qu'on utilise, il est toujours pas natif. C'est quand même complètement fou. Steam, ça fait 1 an
quand même. Même le Steam, juste le client Steam, il est toujours pas compilé M1. Enfin, en fait, il y a plein de programmes, même. Tu vois, on parlait de Citrix, c'est vachement utilisé. En audio, il y en a aussi beaucoup qui tournent en émulation aujourd'hui. Alors l'avantage, c'est qu'au moins l'émulation est plutôt bonne, mais tu as aussi plein de pilotes. Hein. Moi, je notais là ceux de Razer, Logitech, Apogee, Native Instruments, Epson. Ils sont pas portés. Ça peut être bloquant en fait. Ça peut être complètement. Pas lanké, effectivement. Et c'est encore une fois sur ce point que Apple va devoir convaincre. Au-delà, s'il convainc en vendant plein de machines dans les mois qui viennent, je pense qu'il aura beaucoup moins de mal à convaincre les éditeurs, croyez-moi. Voilà, on a essayé d'être le plus pointu possible. C'est difficile dans une émission de débat de rentrer dans les détails de Bench et de rendre ça vivant. On a essayé en tout cas. On va essayer maintenant de répondre à une question toute simple. Quel modèle choisir ? Alors les amis, quel modèle choisir ? M1 Pro, M1 Max. D'abord, quel format ? Moi, j'étais plutôt 13 pouces. Là, je travaille depuis une semaine sur un 16 pouces. J'avoue que c'est sympa. Bon, ça pèse. Hein. Mais pour l'écran, pour quelqu'un qui a la vue qui baisse comme la mienne, c'est quand même un grand confort. Laurent, qu'est-ce que tu vas rester dans ce form factor ? Alors, moi, vous le savez, hein, donc j'ai pris un 14 et chaque fois que je vois un grand ordinateur, je me dis waouh, c'est super confortable. Il n'y a aucun doute. Je veux dire, quand tu vois un grand écran, quand tu vois un grand clavier, c'est toujours confortable. Après, c'est comme une veste, tu vois. C'est comme une veste. Une veste, à un moment donné, une veste un peu plus grande, tu es à l'aise dedans, tu peux bouger les bras facilement. Mais quand tu dois l'utiliser tous les jours, tu es bien quand tu vois, elle te tient chaud parce qu'elle est au corps. Donc il faut que les gens trouvent la machine qui leur convient. C'est pas, nous, on va essayer de donner des éléments de choix. Pour moi, c'est la portabilité. Tu vois, c'est cette dimension malgré tout portable. Ce qui me plaît, c'est que le 14 est très proche en taille du 13. Tu vois, il fait un peu moins d'1 centimètre sur chaque bord. L'écran est beaucoup plus grand. Bon, il n'y a plus le 13. Mais moi, encore une fois, mon préféré, c'était le PowerBook 12. Hein. Je l'avais sous le bras partout. Précisément. Donc voilà. Didier, qu'est-ce que tu vas choisir ? Je crois que tu donnes un sou dans l'oreillette que tu dois nous quitter pour s'occuper de tes enfants. Qu'est-ce que tu vas choisir avant de partir ? Oui, avant qu'ils finissent dans la rue. Écoute, moi, ce sera le 16 pour la bonne et simple raison, c'est que le 14, si tu le max trop, pour moi, il ventile et c'est l'un des atouts de ces machines, c'est vraiment de pas de ventiler. Donc, c'est bien qu'il l'ait mis dans le 14, c'est cool, mais je pense qu'il est un petit peu, encore un petit peu petit, un petit peu sous-dimensionné pour le max, enfin pour les performances supérieures. Donc, je dirais que voilà, si t'as pas besoin de trop de puissance, mais que tu as besoin quand même de faire du montage, de la photo. Enfin, c'est une vraie machine professionnelle en mobilité. C'est très bien qu'ils aient fait un petit format avec beaucoup de puissance. Mais je pense que si tu veux faire du montage vidéo vraiment en mobilité, avec un petit peu de confort, si tu veux être à l'aise aussi, si tu veux avoir du bon son, si tu veux une machine qui est silencieuse, c'est vrai que le 16 pouces est un bon compromis. Donc moi j'ai commandé le très haut de gamme. Il n'est pas encore arrivé. Il arrive fin novembre. Et j'ai assez hâte de le tester. Notamment parce que tu peux le maxer aussi, tu sais, tu as un mode haute performance, tu peux le maxer aussi avec les 64 Go de RAM et tout, donc c'est quand même une machine qui promet vraiment des performances assez intéressantes, et surtout pour moi qui, tu vois, des fois je suis loin de mes écrans, loin de mes IGPU, bah là je vais avoir une bécane qui fonctionne bien à fond. Merci, voilà Olivier, je suis désolé, je suis obligé de vous quitter, Bonne route, je Didier. fais des grosses bises les amis, et puis la Caresse semaine aux prochaine enfants. pour une nouvelle émission. Bise. Salut Didier. Stéphane, toi qui passes souvent du 16 au 13, du 13 au 16, on moi, voit que le 14 j'utilise les c'est un deux. format intermédiaire. On voit que la résolution est très proche Oui, voire supérieure à ce qu'on avait autrefois sur un 15 pouces. c'est sûr. Est-ce que ce serait pas le bon compromis ? Moi, j'utilise un 16 pouces chez moi, pour le télétravail en particulier, ça bouge pas. Comme c'est plutôt un format transportable plutôt que portable, donc moi je le garde, il est sur son petit trépied et il bouge pas. Tu ne bouges jamais ton 16. Jamais. Bon, c'est un ordinateur de bureau, quoi. Voilà, quoi. Un ordinateur de bureau. Et voilà, et c'est vrai que c'est très confortable et j'adore cet écran. Voilà, c'est le bon. Et pour le reste du temps, tu te balades avec le 13. Et je me 13 avec le 13, donc c'est le 14. Et comme le dit Didier, il y a quand même une. Je pense que c'est pas par hasard que le M1 Max n'est pas de série, soit pas de série, parce que peut-être c'est vrai, c'est peut-être ça la raison aussi pourquoi ils ont fait cette différence Pro Max. Je sais pas, parce qu'en gros il dit que le Max ne tenait, l'enveloppe entraînait beaucoup de chaleur et de ventilation, et donc en gros. Non, tu l'as le M1 Max sur oui, le bien sûr, mais bon, après, c'est peut-être pas la meilleure des Ah oui, configurations. de par la. Voilà, et donc, oui, bon, oui, voilà, mais s'il a supporté un Core i7, je crois moi, il peut supporter un. Ce que j'ai vécu moi là, sur cette modèle-là, avec un Core i7 3 GHz qui se met à ventiler dès qu'on lance, on voit un mail ou qu'on lance un Skype, c'est insupportable. Ah bah, je te passe mon MacBook rose.
Oui, bah, c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. On vous a posé la question sur Twitter, c'était le deuxième sondage de cette semaine. Quel est le format de MacBook Pro 2021 que vous préférez pour vos besoins quotidiens? Vous étiez une large majorité à préférer le 14 pouces, 67,5%, contre le 16 pouces, 32,5%. C'est vrai que les années précédentes, le 14 pouces, enfin plutôt le 13 pouces, était bridé, il n'y avait pas de GPU. Profitons-en cette année. Une question sur Twitter d'Alain ou d'Alain, Alain Sound. Le 14 pouces qui rentre maintenant dans un châssis de 13 pouces est vraiment une taille passe-partout. Et franchement, depuis le lancement du M1, M1 Pro, M1 Max, le rapport taille, poids, puissance, prix est vraiment intéressant pour aujourd'hui et également le futur. C'est très vrai. Et c'est vrai qu'au-delà, c'est le rapport puissance-consommation qui est remarquable. Toujours une réaction sur Twitter d'Alexandre. 14 pouces, il l'a choisi pour la mobilité, compacité. Si j'ai besoin de plus grand, je branche un écran externe, tout simplement. Au bureau, j'ai 2 écrans branchés sur mon MacBook Pro fermé. J'utilise une Magic Trackpad et un Magic Keyboard externe, comme un Mac Mini. C'est toi, hein, C'est exactement mon usage. Et là, je envisage de supprimer mes 2 écrans et d'en prendre un plus grand, Incurvé. incurvé, voilà. Mais Ouais. c'est exactement le. C'est Alexandre, mais je suis comme Alexandre. Alors, quel modèle choisir dans la gamme? Parce qu'elle est assez large en matière de configuration. Regardez l'entrée de gamme à 2249 €, c'est le 14 pouces, avec une puce M1 Pro de 8 cœurs CPU et 14 cœurs GPU. Tout ça avec 512 Go de mémoire SSD. On l'a dit, c'est 2249 €. C'est bien moins cher que l'entrée de gamme du 16 pouces qui est à 2749 €. 500 € de différence, mais c'est un gros écart. Mais le 16 pouces est plus puissant. Il a 10 cœurs CPU et 16 cœurs GPU. Donc si on prend les mêmes configurations du 14 et du 16 et qu'on prend plutôt un disque SSD de 1 Tera, c'est plutôt ça qu'on vous conseille. La différence est ramenée dans la gamme Apple entre le 14 et le 16 pouces, environ de 230 €. Donc elle est quand même plus raisonnable. Et là, c'est vrai que ça fait hésiter, hein, 230 € pour avoir un 16. Bon, apparemment, les écarts étaient tellement énormes que j'avoue que mon cœur balance. Il faudra encore ajouter 230 € pour bénéficier de 24 cœurs GPU et il y avait 460 € pour 24 cœurs supplémentaires. Donc c'est pas mal. Voilà. Et si vous voulez 32 Go de mémoire, il vous faudra encore 460 € de mémoire unifiée. Quelle configuration tu as pris? Toi, tu as pris le full patate, mais raisonnablement. Qu'est-ce que tu conseilles? Un SSD 1 Tera plutôt? Alors, 16 Go, 32 Go? alors Combien de GPU? en fait, tout le monde, Max. tous mes amis m'ont appelé en me disant: tu as pris quel modèle et comment tu as fait ton choix? Et en fait, j'ai dit: en fait, Apple, ils nous ont bien eu avec ces machines. Ils nous ont bien eu parce qu'en fait, les écarts entre, je dirais, un palier et un autre, c'est ou 200 € ou 400 €. Alors en plus, si on l'achète avec une société, on récupère la TVA. Donc du coup, les écarts sont écrasés. Et en fait, tu te rends compte que tu dis, bon, ben, pour 150 € de plus, je prends ça. Pour 300 € de plus, je prends ça. Finalement, tu te retrouves avec une grosse machine. Donc moi, j'ai fait un choix qui est le suivant. J'ai un MacBook Pro M1 Max, 2 Tera, 64 Go. Pourquoi autant de mémoire? En fait, j'ai tout le temps 20 applications qui tournent. Oui, ça, c'est un défaut que tu as. C'est un défaut, mais je suis taré, mais c'est mon mode de fonctionnement. J'ai 20 applications qui tournent en permanence. Ouais. Et 20 applications lourdes. Je les ferme pas, parce que je passe de l'une à l'autre. Donc, j'ai trop souffert avec les 16 Go actuels sur mon Intel. J'ai atrocement souffert avec les 16 Go du M1. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas le gain était. C'est pour ça quand je disais j'ai plié le. 32 Go. J'ai pris 64 Go. 64 Go. Mm. Ok, d'accord. Et encore une fois, l'écart entre le 32 et le 64, c'était 460 TTC. Ça ramène ça à 300 hors taxe. Et tu dis sur une machine que tu vas garder plusieurs années, est-ce que 300 €, c'est. Et tu vois, c'est là la difficulté. C'est pour ça qu'ils nous ont bien eu, les pros. Hein. Encore une fois, je parle les professionnels où tu l'achètes avec une entreprise, où tu récupères la TVA. Tu vois, le raisonnement. Maintenant, la question qui est à se poser, c'est. Tu as 2 ou 3 axes. Tu as la taille, mais la taille, c'est comme la question est-ce que j'aime les fraises ou pas les fraises, hein, c'est d'entrée de jeu. À partir du moment où tu as tranché sur la taille, la question qu'il faut se poser, c'est il faut comparer la machine. Ce que je te disais tout à l'heure, l'écart entre tu m'as dit pourquoi Pro ou Max. Quand tu fais l'écart sur le 14 pouces entre le Pro ou le Max, c'est 230 €. Parce qu'en fait, le Max, il est à 1 Tera et le Pro, il est à 512 Go. Mais il faut comparer le Pro à 1 Tera. Oui, tout à fait. Le Pro à 1 Tera et le Max à 1 Tera. Du coup, l'écart, il est beaucoup plus faible. Donc, en fait, c'est là où ils nous ont le système des
Ouais. Enfin, c'est vrai qu'il faut être vigilant sur Tu arrives vite et une machine chère. Ouais, mais il faut être vigilant sur la capacité mémoire de manière générale. C'est une question sur Twitter de Jean-David Arouet. La différence de prix entre le M1 Pro et le M1 Pro et le M1 Max vient majoritairement de l'upgrade mémoire, 16 et 32 Go. Vu qu'il s'agit de mémoire unifiée, quelle quantité de RAM recommandez-vous? Si on veut faire vieillir sa machine, il faut prendre le maximum de RAM. Toujours. Voilà. Mais c'est vrai que 64 Go, c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà. Mais 32, pour moi, c'est un minimum. Tu vois, Ouais. prendre 16, je pense que c'est une Oui, machine c'est aussi encore une puissante. fois, Non, il ne faut pas avoir les mêmes réflexes que dans le monde Non, Intel, mais- où la Là, mémoire on est en n'était mémoire pas unifiée quand même. Une mémoire unifiée. Le donc modèle unifié, voilà, c'est pas du tout la c'est une même chose. nouvelle histoire. Maintenant, Mais les apps sont pas optimisées voilà. encore. Donc, Maintenant, est-ce qu'il faut absolument craquer sur le Pro Max avec le maximum de cœur? D'abord, on l'a pas eu encore en main, donc on se réservera le temps d'y réfléchir. Mais aujourd'hui, le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui, c'est de prendre la machine de base du MacBook Pro M1 Pro, pas la version Max, avec 1 Tera voire 2 Tera de mémoire, 16 ou 32 Go. Voilà, c'est ça aujourd'hui qui constitue les machines qui vont le mieux vieillir et qui vont certainement perdre le moins de valeur dans les années qui viennent. Après, voilà, si on fait une course à la puissance, on sera toujours déçu parce que tous les ans, il va une nouvelle machine qui va détrôner la vôtre. Donc, ça ne sert à rien, je pense, d'aller dans ce sens-là. C'est mon opinion. On y reviendra dans d'autres émissions quand on aura reçu les configurations ultimes des MacBook Pro M1. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence avec Laurent. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais faire. Tu vas faire mon Stéphane Zibi. Je vais faire mon Stéphane Zibi et je vais encore passer pour un vilain. Donc, en fait, c'est une série qui est sortie il y a quelques jours sur Netflix qui s'appelle Les Rois de l'arnaque. C'est basé sur une histoire vraie, c'est effarant. C'est comment une bande dont on a entendu parler le nom dans la presse a détourné les droits à la récupération carbone pour l'Europe et comment ils ont flambé derrière. C'est et comment ensuite ils se sont entretués en s'attaquant mutuellement d'avoir fait. C'est des voyous en col blanc, on est bien d'accord. Ouais, pas que. C'est des voyous. C'est des voyous. Mais et j'ai pas d'admiration particulière. Les gentils voyous. Non, mais un jour on m'a dit oui, mais qu'il y a une admiration. Un jour, j'ai dit dans une émission, je sais plus ce que j'ai dit. Après, on m'a envoyé des messages en disant mais Laurent, tu peux pas faire l'apologie de la voyoucratie. Non, je fais pas l'apologie de la voyoucratie. Mon grand-père disait une phrase qui m'a toujours marqué. Il disait je suis toujours épaté par les voyous quand on voit l'intelligence qu'ils font à mettre en œuvre leurs méfaits. S'ils mettaient cette intelligence pour le bien de l'humanité, ils créeraient plus de bien que n'importe quelle autre personne. Ouais. Et là, ils sont passés à autre chose maintenant. Ils ont le CPF, Mais tout. ils ont le pub, là, ouais, maintenant. c'est ça. Mais ils ont compris. Ouais. Apparemment, ils sont assez doués. Ils rebondissent. Oui. Une série pour toi, Stéphane? Toujours. Oui, on a plus l'habitude. Mais là, je vous demande, si parmi il y a des offres avec OCS qui sont disponibles, allez-y. C'est une série d'HBO qui s'appelle Succession. Et je vous encourage à la voir. Il y a 3 saisons. La 3e saison, les épisodes arrivent chaque lundi, parce que c'est diffusé en ce moment aux États-Unis. Et les 2 premières saisons sont scotchantes. Alors, les 2 premiers épisodes, c'est pour installer les personnages, donc peut-être, voilà, vous allez comprendre. Mais à partir de l'épisode 3 de la saison 1, là, vous pouvez y aller. Succession. La trame, c'est quoi? La trame, c'est une famille. Ça raconte l'histoire. Déjà, dans le titre, vous pouvez imaginer que ça raconte l'histoire d'une succession, Oui, j'imagine. d'un homme à la tête d'un grand groupe média et de parcs d'attractions. Et il a un accident cardiovasculaire. Et un de ses enfants, il en a 4, prend la direction par intérim. Et finalement, ça développe tout un tas d'histoires de succession. Il s'en sort bien, le gamin, ou pas? Tu verras. Mais ça nous rappelle un autre histoire chez nous. Hein, ça. Oui, Bien sûr, l'avait. Ça s'est pas très bien passé pour lui. Je sais bien. Non, mais là, C'est pas fini, apparemment. Non, mais il y a la même dans le luxe. Oui, c'est clair. Il choisit pas le plus âgé. Non, mais c'est ça qui est vachement intéressant. Et c'est tellement bien interprété. Alors, je le répète, ne vous fiez pas aux 2 premiers épisodes. Je dis pas qu'il faut passer au 3e, parce qu'il faut quand même que vous ayez une idée des personnages. Oui. Mais là, Pose le décor. je peux vous assurer que c'est une des meilleures séries que j'ai vues depuis très longtemps, très bien écrite, très bien interprétée. Et pour tout vous dire, je l'ai pas bingé, je l'ai regardé un épisode par un épisode pour la consommer, parce que c'est vraiment avec modération, ce qui est très rare quand même. Alors, si vous voulez écouter plutôt de la musique que de regarder la télé, ou regarder la télé discrètement grâce à votre Apple TV en Bluetooth, voilà les dernières oreillettes
de chez Elite, de chez Jabra, les Elite 7 Pro. Regardez comme elles sont mignonnes dans leur boîtier. C'est une vraie alternative aux AirPods Pro, les dernières nées de Jabra. Nouveauté, non seulement la taille des oreillettes qui a fondu comme neige au soleil, elles sont, j'ai noté, 16% plus petites que les générations précédentes. Regardez comme elles sont compactes. Voilà, c'est tout petit. Mais c'est un peu une sélection que j'ai faite pour Didier, parce que Didier se plaint souvent, il a raison, de la qualité, non, pas de rendu sonore des AirPods Pro, mais quand il téléphone avec, c'est vrai que le rendu sonore est assez décevant. Celles-ci sont équipées de 4 micros couplés à un capteur de conduction osseuse. Donc, je peux te croire que c'est vraiment la spécialité de Jabra, la téléphonie. Donc, vous êtes dans les meilleures dispositions pour réussir vos conversations téléphoniques. Et ce qui est loin d'être le point fort des AirPods Pro. On attend d'avoir les AirPods 3 pour vous en parler. On fera une émission, j'espère. Tiens, on essaiera d'inviter Pépé s'il veut revenir nous voir du côté de rue La Boétie. Le prix, 199 €. C'est 80 € de moins accessoirement que les AirPods Pro. Ils vont baisser les AirPods Pro. Et c'est le prix des AirPods 3. Quoi. Donc, et là-dedans, il y a l'ANC. Ce qu'il n'y a pas dans les AirPods. La réduction de bruit. Voilà, donc l'ANC réduction de bruit, c'est les Elite 7 Pro de Jabra et ça coûte, je l'ai dit, déjà oublié, 199 €. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet épisode dont on fait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Encore bravo à toute la team dont on fait le Mac qui assure chaque semaine, toutes les équipes de production d'Electric Dreams pour l'aménagement de ce studio, la régie et tout ce qu'on fait par ailleurs. Et merci à vous derrière vos écrans pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous serez au rendez-vous, les amis ? Oui. Je ne pense pas qu'on reparle encore du MacBook Pro parce que je ne pense pas que... Ah bon, Non, ça va aller. La trilogie, on fait toujours des trilogies sur les nouveautés d'Apple. Mais là, on va laisser passer un peu de temps. On va voir ce dont on va vous parler la semaine prochaine. En tout cas, vous serez prévenus en temps réel d'une mise en ligne de l'émission si, bien sûr, vous vous abonnez à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. N'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce sur YouTube. C'est important. On aimerait avoir plus d'abonnés sur YouTube. Vous êtes nombreux à nous dire, mais vous méritez plus d'abonnés sur YouTube. C'est vrai qu'on est sur plein de plateformes différentes. Allez, on va essayer de pousser un peu plus sur YouTube. Ça nous ferait plaisir. On a dépassé le cap des 30 000. Rêvons le cap des 40, voire des 50 000 d'ici la fin de l'année prochaine. Voilà, c'est raisonnable comme objectif. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.